Avant de lancer l'épisode, quelques mots pour remercier et vous présenter notre partenaire pour les 20 prochains épisodes, Penny Lane. Penny Lane, vous connaissez certainement, que vous soyez dirigeant, indépendant, expert comptable, collaborateur. Vous connaissez cette plateforme tout en un qui vous aide à gérer vos finances, la comptabilité, la facturation, la trésorerie en temps réel. Grâce à ses nombreuses intégrations, applications mobiles, interfaces collaboratives, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs, pilotez l'entreprise en toute confiance. Mais saviez-vous que Penny Lane était aussi un partenaire pour les enseignants et les étudiants de la filière expertise comptable ? Eh bien, Penny Lane, c'est une plateforme qui va au-delà du monde de l'entreprise. Elle accompagne les enseignants, les étudiants de la filière expertise. Comment ? En proposant un programme gratuit pour l'éducation. Grâce à un logiciel professionnel utilisé par plus de 4000 cabinets et 350 000 entreprises, des ressources pédagogiques clés en main, des cas pratiques adaptés aux formations, une certification professionnalisante et j'en passe. Alors, merci Penny Lane pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast destiné aux candidats du DCG, du DSCG. Aujourd'hui, je reçois une star des réseaux, en tout cas pour moi, c'est une star. Et cette star s'appelle Cristal. Salut Cristal. Bonjour madame. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va super bien, je suis heureuse de te recevoir pour pouvoir partager ton parcours en DCG. Et puis ensuite, on tournera un épisode sur ton autre dimension professionnelle, donc star des réseaux. D'accord. C'est parti? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, Cristal, comment t'es venue l'idée de venir en DCG? En fait, moi, tout a commencé quand j'étais en troisième, pendant l'orientation. Je me suis décidée à être expert comptable. Et du coup, après, j'ai suivi la voie que je trouvais la plus logique. Et pour moi, c'était de faire un bac STMG parce que ça se rapprochait beaucoup du DCG. Pour pouvoir en fait tester, voir si ça me plaît, continuer dans cette voie-là, si ça me plaît pas, trouver quelque chose d'autre. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai continué en DCG. C'est pareil que la STMG, j'ai kiffé. Et du coup, après, je continue DSCG et DEC, en espérant aimer tout autant. Alors, j'aimerais comprendre comment au, au lycée, mais non, même pas, en troisième, on a envie d'être expert comptable. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le métier d'expert comptable? C'était un peu sur les tests en ligne qu'on nous faisait faire au collège pour savoir quel métier, enfin, on était fait pour quel métier. Et moi, en fait, il n'y avait aucun métier qui me plaisait. Mais j'ai découvert que le métier d'expert comptable, ça payait plutôt bien. Et du coup, j'ai suivi ça. Mais en rentrant dans ce parcours, j'y ai trouvé un autre intérêt que simplement l'argent. J'ai vu que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et c'était vraiment quelque chose qui m'intéresse et pas qui me passionne non plus, mais qui m'intéresse beaucoup. Et je suis contente de faire des études dedans. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse en DCG? Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt, ta curiosité, ton appétit d'apprendre? Justement, moi, j'ai beaucoup d'appétit pour l'apprentissage. Et quand je suis rentrée en DCG, je me suis rendu compte que j'apprenais des choses de la vie réelle, des choses que je pouvais réutiliser en dehors. J'ai deux membres de ma famille qui ont des entreprises et qui me demandent parfois des conseils, des trucs comme ça. Ok, je m'y connais pas totalement, mais je suis capable de tenir une conversation avec eux. Et je me rends compte que vraiment, j'apprends beaucoup de choses qui me servent et qui sont réelles, pas juste du théorique complètement. Ok. Autre question, tu vas en DCG, il existe d'autres formations qui sont sur la filière expertise. Il y a les BTS compta gestion, il y a les DUT qui sont devenus des BUT, et donc en GEA. Pourquoi le DCG et pourquoi pas une autre filière, donc ou une licence CCA par exemple aussi? Pourquoi ce choix du DCG? Simplement parce que c'est la voie la plus rapide. Et moi, du coup, depuis la troisième, j'ai fait le choix de suivre le plus logique et le plus rapide, le plus court. Et du coup, c'était ça. Le DCG, c'était directement 3 ans, ensuite le master. Alors que sur tous les autres parcours, il y a souvent un passage finalement toujours en DCG ou bien des empêchements en fait à la suite. Par exemple, si on fait une licence CCA, je crois qu'on ne peut pas passer directement en DSCG. Et du coup, il y avait des blocages comme ça. Et je me suis dit, je fais directement le plus simple, même si tout le monde dit que c'est le plus dur. Et voilà. Alors, est-ce que donc tu viens de dire que les gens disent que c'est le plus dur le DCG. Est-ce que tu es du coup d'accord avec cet avis qui est posé ou avec cette opinion comme quoi le DCG c'est le plus dur?
Si c'est le plus dur, je sais pas, puisque j'ai rien fait d'autre. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté. Et quand on vient du lycée, on n'est pas forcément préparé. Surtout quand on vient d'une classe comme la STMG où sans travailler, on peut très clairement réussir. Euh, En DCG, il faut travailler et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, en fait, surtout quand on est encore en première année. Et même quand en deuxième année, on sait qu'il faut travailler, on se met pas forcément au travail et je trouve que ça fait un peu un effet domino. Mais enfin, dire que le DCG, enfin, certaines personnes décrivent ce diplôme comme quelque chose d'impossible, je pense pas du tout. Je pense juste qu'il faut du travail et de la rigueur et que vraiment tout le monde peut réussir. Et là, je te rejoins à 200%, comme d'autres personnes que j'ai reçues sur ce podcast. Effectivement, dès lors que tu sais travailler, que tu as envie de travailler, que tu es assez rigoureux, ça va marcher. Effectivement, je pense que le DCG, c'est de l'exigence, une exigence de travail, plus qu'une exigence de niveau. Voilà. Et dès lors, effectivement, qu'on se mobilise suffisamment et qu'on travaille sérieusement, normalement, on va réussir. Oui. Donc toi, tu dis qu'en STMG, on n'a pas forcément besoin de beaucoup bosser pour réussir. Bon, je pense que c'est le cas de pratiquement, c'est ce que disent les gens en fait en général du lycée. En fait, on peut réussir son bac sans forcément beaucoup travailler. En tout cas, c'est ce qu'on entend. En DCG, ça c'est pas possible. Comment toi tu as fait pour passer d'une culture où j'ai pas forcément besoin de beaucoup bosser pour réussir à il va falloir quand même que je travaille pour réussir mon DCG, et comment tu as pu changer d'état d'esprit ou adopter le bon état d'esprit pour ça? Faut savoir que quand j'étais en STMG, je travaillais déjà quand même. J'étais pas totalement off. Je travaillais quand même beaucoup. Et en fait, à chaque fois que je travaillais, j'essayais de trouver des méthodes qui me permettaient de toujours être plus efficace. Et quand je suis arrivée en DCG, j'ai vu que ça marchait pas de la même façon. Donc j'appliquais les mêmes méthodes, mais il n'y avait pas le même résultat. Alors je les ai adaptées. Et en fait, très rapidement, j'ai compris que en fait, ça marchait pas. Les premiers DST, ils ont été révélateurs. Quand j'ai vu que clairement, il y avait un écart entre les notes que je pouvais avoir au lycée et celles du DCG. Et moi, du coup, vu que j'avais horreur d'avoir des mauvaises notes, bah, j'ai simplement plus travaillé et j'ai trouvé des nouvelles méthodes et des nouvelles façons de faire. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu plus? Donc, quelles étaient tes méthodes en STMG et comment tu les as upgradées en DCG? L'une des méthodes que j'utilisais pour une matière c'était quoi? Le management contrôle de gestion, c'était, j'avais remarqué que au fil de l'épreuve, de l'épreuve, je me fatiguais, ce qui faisait qu'au début, j'avais de très bons points, enfin j'avais quasiment tous les points sur les questions, et à la fin, j'en avais plus parce que j'étais fatiguée. Et du coup, de ce constat-là, je me suis rendu compte qu'en DCG, c'était la même chose, que la durée de l'épreuve, en fait, me fatiguait. Et c'est là où j'ai pris la décision de composer quasiment toute l'épreuve pendant la première heure, et en fait, de me servir du reste du temps pour juste rédiger parce que ça me demande beaucoup moins d'énergie exactement, et que je me dis que à la fin de l'épreuve, c'est mieux que je me mette à écrire plus vite qu'à réfléchir plus vite parce que ça va donner des réponses bâclées, par exemple. D'accord, ok. Alors en tout cas, moi, ce que je vois là, parce que c'est vrai que quand on est prof, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la tête des étudiants et forcément des mécanismes ou des solutions qu'ils trouvent. Et déjà, tu as une super bonne attitude et une bonne posture qui est de se dire, je fais un diagnostic de ma situation, mon objectif n'est pas atteint, ok, il faut que je trouve une autre solution, donc je remets en cause donc ma méthode, mes process, et j'en trouve de meilleurs. Et ce que je trouve aussi, donc ça vraiment, je trouve que c'est une approche hyper intelligente et vraiment, c'est celle qu'on devrait tous avoir dans toutes circonstances, à mon avis d'ailleurs. Et le deuxième truc, c'est que tu fais un diagnostic aussi personnel, à titre perso, de tes capacités presque physiques ou physiologiques, je ne sais pas comment dire, où tu sais à quel moment tu es ultra performante en termes intellectuels et du moment où tu perds en capacité. Et donc, tu ajustes donc tes efforts en fonction des moments où tu es hyper productive, hyper créative, des moments où tu sais, bah non, là, c'est pas la peine. Là, il faut que je sois en mode un petit peu mécanique, et il suffit d'écrire, j'ai même plus besoin de penser, ça va se faire automatiquement. Et ça, franchement, je trouve ça impressionnant de recul et de maturité par rapport à ce que doit faire un étudiant, en fait, pour effectivement performer et être dans une logique purement d'optimisation, en fait. Oui. Bravo. Merci. En fait, du coup, c'est pas de l'efficacité là. Hein. Toi, tu es dans l'efficience, hein, carrément. C'est excellent, excellent. Et donc ça marche. Comment est-ce que tu sais que ça marche?
Comment est-ce que tu peux nous dire que ça marche ou que ça a marché? J'ai testé plusieurs fois et j'ai toujours composé comme ça, surtout sur les yeux de droit, parce que c'est vraiment celles-là qui sont plutôt concernées. Parce que j'ai testé aussi pour les yeux comme la comptabilité, ça ne marchait pas. Parce qu'après, on n'a pas le temps d'écrire. Et vraiment, pour les yeux de droit, mon premier DST, je crois, j'avais peut-être eu 11, 12. Et ensuite, les suivants, j'avais tout le temps au moins 15. Et après, ça a été ça sur toutes les années de DCG et même aux examens. Donc, j'en ai conclu que ça marchait. Oui, c'est ça. Et donc, à l'examen, tu obtiens les notes qui sont à peu près tes bonnes notes de l'année. Oui. Ok. Non, mais c'est vraiment super. Alors, tu disais, donc ça marche bien pour le juridique, mais pour le quanti, donc tout ce qui va être compta pro, finance et contrôle de gestion, c'est pas aussi performant. Comment tu as fait sur ces UE-là, qui représentent quand même pratiquement la moitié des UE du DCG? Sur ces UE-là, il n'y a pas vraiment de secret pour moi, il faut juste s'exercer. Donc, ce que je faisais, c'est que d'abord, s'il y avait une partie un peu définition à apprendre, je me servais de la technique de la feuille blanche, mais de façon assez rapide, parce que cette technique, je la réserve vraiment aux yeux, là où il faut connaître par cœur. Et ensuite, directement, je commençais à m'exercer en augmentant petit à petit le niveau. Donc, d'abord, je commençais par m'exercer sur les exercices des profs. Ensuite, je passais aux exercices de fin de cours et ensuite directement aux exercices des sujets d'examen. Et de plus en plus, je mentais et je me rendais compte que je réussissais toujours. Et un truc que je voulais dire. Ouais, donc là, ça montre qu'en fait, tu y vas progressivement. Oui, en fait, j'y vais par thème parce que du coup, dans l'exercice des profs, on va être sur chaque notion. Ouais, et à qui sont l'examen, traités dans un chapitre, en fait. Exactement. Et à l'examen, ça va vraiment être tout mélangé ensemble. Et c'est pour voir est-ce que je suis toujours capable de le traiter quand tout est mélangé et qu'on ne me guide pas pour le faire. Effectivement, c'est progressif. C'est effectivement une excellente démarche de commencer par réviser par thème, par chapitre, comme on fait en suivant le rythme du prof. Et puis, on monte en difficulté d'exercice, mais tout en restant dans le thème. Donc là, ça veut dire qu'on maîtrise, mais dans un environnement qu'on connaît bien. Et ensuite, quand je pense que je maîtrise suffisamment, je me lance un petit peu dans le grand bain, sujet d'examen, différents dossiers. Là, on me guide moins. Est-ce que je suis capable de retrouver, grâce aux termes employés dans les questions, ce qui est attendu de moi, et me replonger et retrouver exactement le thème, le chapitre, etc. Oui. Effectivement, c'est progressif et ça montre là que tu maîtrises totalement la compétence et que tu es passé des connaissances aux compétences. Un truc aussi que je faisais beaucoup, c'était d'analyser les sujets d'examen, donc les sujets, les corrections, pour voir sous quelle forme les questions étaient posées. Est-ce qu'elles étaient vraiment sous la forme que les profs nous donnaient pendant les DST des exercices? Et ensuite, de regarder les corrigés pour voir la structure de la question, la réponse qu'on attendait de moi. Et ça me permettait en fait de m'exercer en suivant vraiment ce qui était attendu par les correcteurs, parce que finalement, les correcteurs, ce qu'ils veulent, c'est une copie facile à corriger. Complètement. Et à chaque fois, du coup, je faisais en sorte que mes copies soient les plus simples, les plus lisibles, les plus belles lors de la correction. Eh bien, tu sais quoi? Tous les correcteurs te remercient. Parce qu'effectivement, je suis correctrice et qu'est-ce que j'aime comme copie? Les copies faciles à corriger. Quand est-ce qu'elles sont faciles à corriger? Quand elles sont tenues proprement, elles sont lisibles, elles sont claires, voilà, avec des tableaux, des schémas, des traits droits tracés à la règle, etc., bien écrites, des sauts de ligne, des pages. Et effectivement, c'est ça qui facilite. Alors, mais bien sûr, c'est aussi facile à lire quand les réponses sont justes et argumentées. Et effectivement, je pense que ta démarche est OK. Répertorier ce qui tombe à l'examen, la formulation des questions, les corrections, j'ajuste mon vocabulaire, ma technique de réponse. Ça me semble être exactement une bonne méthode. Et ça me rappelle donc un autre invité, Étienne, qui avait checké tous les sujets d'examen, comme tu le dis, qui avait un petit peu visé tout ce qui tombait, la façon dont ça tombait, pour ajuster. Et pour lui aussi, ça a marché. Donc, a priori, très bonne méthode. Merci pour ce partage. Donc là, tu as expliqué pour le juridique, tu as expliqué pour le quanti, et puis il y a des épreuves qui ne sont ni juridiques ni quanti, c'est éco, mana. Donc là déjà, alors, ces yeux, t'en as pensé quoi? C'est quoi ton rapport avec ces yeux qui sont un petit peu ovnis dans la filière? Ces yeux, je les aime pas du tout. Et je crois que c'est c'est les deux mes pires notes aux examens. Alors, on va rassurer tout le monde. C'est quoi tes pires notes quand même? Management, j'ai eu 11,50 et éco, j'ai eu 13. Et c'est des yeux auxquels
j'y suis allée un peu sans, vraiment pas avec une préparation comme les autres lieux. Les autres lieux, j'y allais, j'étais confiante. Je me disais, je sais que je vais réussir. Celle-là, j'étais en mode, si ça tombe sur ça, c'est pas trop sûr et tout. Mais ce que j'ai fait, du coup, c'était toujours de regarder les sujets d'examen, voir la structure des réponses. Pour moi, c'était le plus important. Et ensuite, d'apprendre les notions un peu comme je pouvais. Parce que du coup, ça marche pas avec le par cœur. Et il n'y a pas vraiment d'exercice. Donc, en tout cas, c'est difficile de les voilà, répéter. c'est C'est ça. pas comme un exercice de compta avec des situations où on raconte des trucs, des achats, des ventes, de la TVA, des stocks et tout ça. Là, effectivement, c'est des situations d'entreprise et on sait bien que les entreprises ne se ressemblent pas. Et effectivement, c'est difficile d'avoir une espèce de répétition, même si on peut poser plusieurs fois la même question, mais le contexte est tellement différent que c'est pas forcément facile, effectivement, d'être dans cette logique de répétition, d'assimilation et de transposition. Ouais, c'est plus compliqué. C'est aussi un truc que j'ai pas du tout aimé dans ces matières, c'est que euh, pendant la réponse, en tout cas, ce que vous me disiez, c'est que il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça dépend de l'argumentation, alors que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime que quand c'est carré, quand il n'y a qu'une seule réponse. Et là, du coup, c'était pas le cas, du coup, ça me perdait un petit peu, et je suis contente de les avoir validés. Oui, tu les as validés, bravo. Et effectivement, c'est ça qui est difficile parce que je pense que dans la filière DCG, les gens qui aiment y être, c'est parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont assez carrées. Même si on peut parfois discuter en droit, hein, parfois c'est carré, mais la jurisprudence nous envoie un peu ailleurs. Mais on revient quand même sur un raisonnement juridique, alors qu'en management ou en éco, il y a beaucoup d'humains en fait, et il y a toute une partie en fait qui échappe au carré. Et parfois, ça part dans des trucs complètement irrationnels et qui sont un peu perturbants, je suis d'accord. Ouais. Mais je comprends, je comprends. Je n'arriverai pas à convaincre le monde de l'importance du management, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est tes yeux, donc ils ne sont pas préférés, ou même, voilà, même les plus détestés. Ok. Il y a une autre épreuve aussi qui est un peu différente, un peu atypique en DCG, c'est là, comme pro, l'UE 13. Toi, t'en as pensé quoi de cette UE? J'ai trouvé que la préparation, elle était compliquée au niveau du rapport de stage parce que c'est pas si compliqué à rédiger. Au début, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas dans quel sens partir, mais sinon, c'est pas compliqué. Vu qu'on choisit le thème qu'on veut traiter, en général, on choisit quelque chose qu'on connaît assez, mais je trouve que c'est le lieu la plus compliquée au niveau pour se mettre au travail. Parfois, j'en viens à me dire, je préfère réviser 3 heures la compta à pro qu'écrire 30 minutes mon rapport de stage parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'agaçait beaucoup. Et finalement, une fois que c'est rédigé, tu te rends compte que c'était pas si compliqué que ça. Et au niveau de l'épreuve, c'est pareil, c'est pas compliqué vu qu'on sait de quoi on parle. On a travaillé dessus pendant presque 2 ans. Et on a un diaporama qui nous aide. Normalement, on a appris notre texte et les jurys, ils sont pas non plus méchants avec nous normalement. Là, c'est quoi ta note? 15. 15, donc c'est une bonne note, hein. Franchement, c'est une bonne note. C'est très bien. Et donc l'oral, mais l'oral fait peur, hein. C'est la seule, c'est la seule épreuve orale de tout le parcours de DCG sur les 13 UE. C'est la seule épreuve orale, donc on n'a pas forcément, c'est vrai, l'habitude en DCG de parler pour présenter et argumenter et défendre son travail. Donc tu changes vraiment de posture. Et comment tu as fait pour justement être prête à cette forme d'exercice totalement différent, puisqu'il arrive tout à la fin du parcours des 3 ans et tout à la fin des épreuves. C'est la dernière épreuve que tu as passée. Donc déjà, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai relu plusieurs fois mon rapport. Même si c'est moi qui l'ai écrit, je me souvenais pas forcément et je savais que j'allais être attaquée sur des points un peu compliqués. Donc j'ai fait des recherches sur tous les mots que j'avais pu écrire pour bien tout comprendre. J'ai préparé mon diaporama assez simple. Moi, de base, quand je fais des diapos, je suis du genre à mettre beaucoup d'animation, pour le rendre attractif. Mais là, je suis restée vraiment sur quelque chose de simple et d'efficace. De sobre, ouais. En me disant que je savais pas vraiment à quelle distance allaient être les jurys, est-ce qu'ils allaient voir tout ce que j'allais faire. Du coup, j'ai vraiment écrit en gros. Et ensuite, je me suis préparée en... Ah oui, d'ailleurs, pour faire mon diaporama, j'ai d'abord préparé le discours que j'allais dire pour ensuite plus facilement préparer mon diaporama. Du coup, mon diaporama collait totalement à ce que je disais. Ça, c'est super important. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre les propos et le support visuel qu'on utilise pour présenter son travail. Et après, je me suis entraînée à l'oral.
en essayant de voir à quel moment il fallait que j'aille un peu plus vite ou je ralentisse, que je mette un peu plus de ton. Et je me suis entraînée devant ma famille, devant mon miroir. Et après, je suis allée à l'examen. T'as saoulé tout le monde. Oui. Ouais. Voilà, c'est bien. Et ça, c'est exactement sur l'oral, pour arriver à communiquer, pour y mettre le ton. Mais effectivement, il faut s'entraîner, puis il faut se rendre compte de comment on s'exprime, à quel point parfois on a des tics, à quel point parfois on sourit pas assez, ou on a une mauvaise gestuelle. Et c'est vrai que c'est important d'avoir le retour des autres, et puis de se rendre compte aussi parfois de ces défauts de communication. Parce qu'on s'en rend en fait rarement compte. Ouais. Moi, au début de mes phrases, je dis souvent bas. Là, je l'ai remarqué d'ailleurs que je le dis à chaque fois. Et je me suis dit, bah, le jour de l'examen, bah encore, voilà. Voilà. Et Le moi, j'ai jour de toujours, ok, l'examen, il faut absolument pas que je le dise parce que c'est un tic de langage qui... Enfin, ça fait un peu comme si la personne en face de nous, elle comprenait rien quand on le dit. Quand elle nous pose une question, il faut, bah, c'est un peu logique, tu me poses une question. Du coup, je me suis dit, ça, je l'élimine. Et je pense que j'ai réussi. super. Bon, après, tu as 15, Oui. donc en tout cas, ils ont apprécié ton travail. Est-ce que tu as un conseil particulier sur cette UE13, notamment, tu vois, parce que moi je trouve que les étudiants, en fait, ils la prennent en compte que la troisième année. Mais toi, tu as dit 2 ans. Et c'est rare qu'on me dise, je mets 2 ans, ou j'ai réfléchi pendant 2 ans, ou c'est une épreuve que tu prépares pendant 2 ans. Alors bien sûr, avec un rythme différent sur les 2 ans, mais je crois que tu es la première personne à me le dire. Effectivement, je pense que c'est ce qu'il faut faire, voire même quand on a commencé en DCG première année, notamment je pense aux alternants, c'est bien d'y penser dès sa première année d'alternance. Et effectivement, il faut se dire qu'il faut la sortir et en fait, on a besoin de la faire, entre guillemets, grandir pendant 2 ou 3 ans. Toi, quel conseil tu donnerais ou comment tu arriveras à convaincre des étudiants qui rentrent en DCG ou qui ont commencé leur première année de DCG de vraiment y penser, pas en troisième année, mais bien avant pour vraiment être capable de savoir ce qu'on va faire et de quoi on a besoin, notamment pour le deuxième stage de DCG. Déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que entre mes deux stages, je suis restée dans le même cabinet pour avoir une certaine continuité en fait dans Mm. l'émission. Et c'est vrai que quand je suis revenue, du coup, j'ai eu une petite évolution dans l'émission qu'on me donnait parce qu'on me connaissait déjà. Dès ma première année, pendant mon stage, j'ai directement commencé à prendre des notes. Tous les jours, j'avais une note avec toutes les dates et tout ce que je faisais en détail, en fait, tout ce que j'entrais sur ma feuille du jour, sur Ouais. l'ordinateur, bah, je l'écrivais en décrivant à quoi ça servait et tout. Et à la fin de la première année, ça m'a directement permis de savoir qu'est-ce que j'allais faire comme processus, puisque j'ai pris ce que je faisais le plus. Et ça m'a permis aussi de poser directement des questions sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on fait ci et du coup d'avoir un bon processus, je pense. Oui, oui, c'était important parce que ce processus, même s'il va disparaître dans la réforme du DCG, mais ce processus, effectivement, il faut expliquer en quoi il consiste, pourquoi on le fait, pourquoi il y a telle étape et pas telle autre, qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi on utilise ça, à quel moment, etc. Et effectivement, il faut se poser des questions. Et je pense que c'est toujours important, il faut toujours se poser des questions. Oui. Et pendant mon stage, quand même, j'ai eu la chance d'avoir un expert comptable qui était très à l'écoute et qui m'accordait du temps, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oui. Mais du coup, dès que j'en avais l'occasion, notamment en deuxième année, je posais beaucoup de questions pour trouver mon thème. Et bah, du coup, je l'observais de près, je voyais qu'il recevait des clients et à chaque fois, je lui demandais bah, pourquoi est-ce que vous les recevez plutôt que faire un visio et il m'expliquait tout. Et il prenait vraiment son temps et c'est comme ça que j'en suis arrivée à mon thème. Du coup, tout à l'heure, tu disais que depuis le collège, tu voulais donc être expert comptable. Là, tu as été en lien avec un expert comptable, tu as pu l'observer. Est-ce que ce rapport avec l'expert comptable, donc toi devenue beaucoup plus grande, confronté directement à l'expert comptable, ça t'a conforté dans ton choix de devenir expert comptable ou tu t'es dit, ouais, bof, en fait, non, j'ai peut-être envie de faire plutôt DAF ou je sais pas. Je suis toujours restée sur l'idée d'être expert comptable, mais c'est vrai que ça m'a pas tellement plu la routine qu'il pouvait avoir. Ok. En fait, ça c'est juste, je pense, la réalité du monde du travail auquel j'ai jamais fait face. Mais le matin, parfois, on arrivait, il était déjà en train de travailler, et le soir, il était toujours en train de travailler quand on partait. Donc, je me suis rendu compte que il travaillait beaucoup Ouais. et que finalement, en fait, cette rémunération qui était élevée, bah, c'était le coût du temps qui était accordé. Ouais. Donc, ça m'a fait un petit peu moins rêver parce que pour moi, l'expert comptable, il est dans son bureau, il fait plus grand-chose, voilà.
mais pas du tout en fait. Ouais, je pense aussi, et je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte qui a beaucoup bougé, dans tous les dans tous les environnements, enfin, dans tous les secteurs, dans l'expertise, c'est très fort, hein. Donc, c'est un métier qui est, je pense, bouleversé par les changements de mentalité, par la concurrence, par la techno, voilà. Et qu'effectivement, ben, là, il faut beaucoup bouger, donc il faut beaucoup travailler, il faut garder ses clients, il faut peut-être aller en chercher d'autres, il faut réfléchir à sa strate, et effectivement, ben, faut du temps, quoi. Oui. Et donc, c'est beaucoup de taf. Et ça, c'est un truc dont je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune. Enfin, on me disait qu'un expert comptable, ça travaille beaucoup, mais moi, j'étais en mode non, il travaillera jamais autant que Un quelqu'un d'autre. médecin, Exactement. ouais. Alors que l'expert comptable, en plus, s'il a des salariés, donc il est manager, il recrute, et donc du coup, il doit, enfin, et effectivement, ben, ça prend du temps aussi. Donc, de pouvoir avoir une équipe en qui il a confiance, et donc c'est des heures de boulot aussi, quoi. Et ça, on ne le voit pas forcément quand on regarde le métier un peu de loin, quoi. Mm. Toi, tu te vois comment expert comptable? Expert comptable salarié, tu as l'idée d'avoir ton cabinet d'expertise? Plutôt un cabinet. Ouais, tu te sens déjà monter ton cabinet avec ton équipe et Exactement, oui. ton délire perso. Super. Cristal, tu as passé le DCG cette année. Oui. DCG validé. Oui. Ok, avec des notes Bonne. bonnes, voilà. Tu as une jolie moyenne. Je sais que tu t'étais fixé un objectif d'avoir 15 de moyenne. voilà, objectif que tu n'as pas atteint. J'ai vu Non. sur TikTok, j'ai vu ce petit moment. Mais tu as quand même une belle moyenne de... 14,78. Bon, du coup, on va dire, enfin, moi j'arrondis, hein, franchement 14,78, 15, c'est une excellente moyenne. Tu fais partie certainement des meilleurs étudiants de France en DCG, avec des moyennes de 14, plutôt proche de 15 que de 14 d'ailleurs. Franchement, bravo pour un parcours avec de très belles notes, hein, sur ton relevé de notes. Je crois que tu as des 17, Oui, j'en des ai un, 16. oui. Plusieurs, oui. Ouais, plusieurs. Donc voilà, donc franchement, tu as de très belles notes, tu as fait un très beau parcours, vraiment hyper régulier, c'est génial. Et souvent, donc en DCG, donc on dit que c'est important de soigner ces 3 ans de DCG, ce que tu as fait, de manière à s'assurer de sa poursuite d'études. Est-ce que toi, tu as aussi travaillé cette poursuite d'études en DCG? Est-ce que tu y as réfléchi et à quel moment tu y as réfléchi? Moi, c'est plutôt en deuxième année que je me suis rendu compte de ça. Et en troisième, ça m'a vraiment frappée. Mais parce qu'en première année, j'avais beaucoup l'habitude d'être absente pour passer mon permis. Et en fait, quand je suis arrivée en deuxième année et que j'avais pas d'absence, aucune absence, je me suis dit, c'était pas si compliqué d'être là tous les jours. Et j'avais peut-être 60 absentes sur l'année de la première année. Et je me suis dit, j'ai commencé un peu à me renseigner sur la recherche d'alternance. Et je me suis rendu compte que l'alternance, on commençait à la rechercher en janvier, alors que les résultats, on les a en juillet. Donc, il faut bien que l'employeur ait une preuve. Et je me suis dit, cette preuve, elle va être sûrement mes bulletins, mes relevés de notes. Sauf que là, si je présente mon bulletin de première année, c'est pas possible. Je serai prise nulle part. Et du coup, j'ai directement, en deuxième année, adapté une autre attitude en essayant de toujours être là. Et d'ailleurs, j'ai réussi, c'était pas très compliqué. Et de toujours essayer de soigner mes appréciations. Bon, ça, c'était pas très compliqué. J'ai toujours été comme ça. Et de soigner mes appréciations. Et en troisième année, au moment des recherches d'alternance, je me suis rendu compte que j'avais quand même un avantage par rapport aux autres grâce à mes notes sur mon relevé de notes et aussi grâce à mes bulletins. Ouais, ça c'est important et je pense que c'est un message qu'il faut diffuser. Moi, je sais que je le dis aux étudiants, je ne sais pas s'ils m'écoutent forcément quand je le dis, mais effectivement, le DCG n'est qu'un moment. Vous n'êtes là que parce que vous allez passer à une autre étape. Et cette autre étape, elle suppose que vous présentiez des documents à un moment donné. Et normalement, dans le cadre de votre recherche d'alternance, on va vous demander vos bulletins. Et sur vos bulletins, il y a vos notes, mais il y a aussi ce que pensent vos profs. Certains de vos profs sont connus parce que l'expertise comptable, c'est quand même un tout petit milieu. Et puis, il y a vos appréciations, il y a les appréciations et il y a les absences qui vont figurer. Et un employeur, il n'a pas forcément envie de recruter quelqu'un qui est absent ou qui n'a pas fourni des efforts ou qui a des capacités mais qui ne l'exploite pas. Il a envie de quelqu'un en qui il a confiance et le bulletin peut être une marque de confiance. Donc, ça se travaille effectivement sur toute sa scolarité et tu as bien fait de le mettre en œuvre. Et effectivement, je confirme que ce n'était pas facile, enfin, c'était pas difficile, pardon, c'était très facile de te mettre de bonnes appréciations. Effectivement, tu es une étudiante, je veux dire, modèle, mais au sens, tu bosses, tu poses des questions, t'interviens,
Voilà, effectivement, moi je te connais que de la deuxième et de la troisième année, pas d'absence. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas si, voilà, en tout cas, c'était pas marquant que tu étais absente. Et donc, effectivement, pour un prof, il a quelqu'un en face de lui qui lui demande même pas de cours. Non, madame, je veux pas vos cours en papier, seulement en numérique. Ok. Tu fais les exos, tu participes aux corrections, tu es présente. Bah, tranquille, quoi. Que demande un prof? Rien d'autre. Rien d'autre. Et effectivement, ça fait un bon bulletin. Ces bulletins, tu avais envisagé de les avoir pourquoi? Du master CCA, du DSCG, c'était quoi ton projet de poursuite d'études à toi? Du coup, du DSCG, Tu vu que t'es posé la question du master CCA? À un moment, oui. Ok. Parce que j'avais vu que le master CCA était plus reconnu que le DSCG. Au niveau des employeurs et tout, c'était plus reconnu, mieux payé, tout ça. Donc, ça m'a intéressée à un moment, et puis j'en suis revenue à la mois de troisième qui disait que je choisirais le choix le plus rapide et le plus logique. Et du coup, j'ai choisi le DSCG. Ok. DSCG que tu as choisi de faire donc en cabinet d'expertise comptable, en quoi? C'est quoi ton choix? En cabinet. Ok. Je sais pas. Et du coup, tu fais expertise ou tu fais audit? Audit. Audit. Tu fais le choix de l'audit. Et du coup, est-ce que tu sais pourquoi tu choisis l'audit? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une raison particulière d'aller dans l'audit? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce sens-là? J'ai été intéressée par l'audit parce que je me suis dit que mon objectif, du coup, c'était être expert comptable et que, du coup, pendant longtemps, tout le restant de ma vie, j'allais faire de l'expertise comptable. Et je me suis dit que j'étais intéressée de voir l'autre côté avant de faire mon choix final. Peut-être que finalement, l'audit va tellement me plaire que je vais plus faire d'expertise. Et voilà, j'étais intéressée par ça parce que aussi les auditeurs travaillent directement en collaboration avec la comptabilité, je crois. Et je me suis dit, je vois les deux côtés, je choisis celui qui me plaît. C'est toujours dans le même domaine. Ok. Tu as fait le choix d'un... Enfin, quand tu as cherché donc ensuite, il y a la recherche d'alternance. Est-ce que tu as fait des choix particuliers? Est-ce que tu avais des objectifs d'entreprise, des objectifs de cabinet particuliers ou pas trop, ou tu as du coup cherché un peu partout? Moi, quand je suis rentrée en DCG, je me suis dit que ça pouvait être stylé d'être dans un big. Et je me suis dit, du coup, en troisième année, si je peux être dans un big, ce serait pas mal. Mais que ce serait assez compliqué d'y rentrer. Et, voilà, moi, c'était ça mon objectif. Big. Oui. Ok. Tu sais pourquoi tu voulais un big? Stylé pourquoi? Quand tu dis stylé, c'est stylé pourquoi? Stylé parce que déjà, c'est connu dans le domaine. Quand tu le dis, c'est différent. Bon, chacun son point de vue, mais voilà. Je pense que sur un CV, ça fait très beau. Ça prouve directement que c'est compliqué de rentrer dedans. Donc, si tu l'as, c'est que tu as passé certaines étapes. Et aussi parce qu'il y a des missions qui peuvent être hyper intéressantes. Du coup, j'ai pu rencontrer des étudiants qui l'ont fait. Et ils parlaient d'expérience à l'étranger. Aussi qui parlaient beaucoup anglais parce que du coup, ça faisait partie du truc. Et je me suis dit, il faut que je sois dans un MIG pour vivre tout ça. Parce que c'est pas dans un cabinet français que je pourrais vivre forcément tout ça. Petite taille, en tout c'est cas, ça, exactement. Oui. Ok, je comprends le choix. Il me paraît légitime et il me paraît très pertinent. En tout cas, on va te souhaiter pour cette deuxième partie, ou même troisième partie de ta vie professionnelle, enfin scolaire, d'étudiante, beaucoup de succès pour ce DSCG, donc dans un big, en audit. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience, tes conseils et ta réussite avec nous. Merci beaucoup et encore bravo pour ton parcours d'excellence. Merci Bravo. beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!